Bonjour et bienvenue sur ce nouvel article de devenircertifié.com qui sera consacré au modèle OSI. Le modèle OSI, entendez Open System Interconnection ou interconnexion de système ouvert, est un modèle en couche définissant les différentes fonctions des réseaux et qui a été mis au point par l'Organisation internationale de normalisation, ISO. Et l'objectif de cet article n'est pas de vous faire de la théorie du modèle OSI. Sur Internet et partout ailleurs, vous avez plein de documents qui décrivent et qui en parlent déjà très bien. L'objectif ici, c'est de vous aider à comprendre pratiquement ce qui se passe au niveau du modèle OSI. Quand bien même c'est un modèle purement théorique, dans la pratique, il ne sera pas toujours implémenté exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des couches qui seront regroupées et tout. On verra ça plus tard quand on sera au niveau du modèle TCP/IP. Et donc voilà, mais je vous exhorterai à vous y mettre et à essayer de vraiment comprendre le principe qui se cache derrière ce modèle. Parce qu'une fois que vous comprenez cela, les réseaux n'ont vraiment, et là, vraiment plus de secrets pour vous. Je me souviens, quand j'avais commencé les réseaux, bon, moi j'ai appris les réseaux au début sur le tas. Je faisais pas mal d'erreurs, pas mal de bricolage, je dirais, oui, c'est bien ça. Et quelques années après, j'ai connu le modèle OSI. Et la première fois quand j'ai vu ça, j'ai lu un peu le document. La théorie m'avait tellement ennuyé que je me suis dit, mais est-ce bien les réseaux que moi je faisais depuis? C'est bien ça. Je n'ai pas eu besoin de ça avant de commencer par faire. L'avantage, c'est que quand vous comprenez ce modèle, quand il y a quelque chose d'anormal sur votre réseau, vous êtes à bien de l'interpréter. Le bon ingénieur réseau maîtrise ce modèle et sait bien l'interpréter à différents niveaux. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, quand vous avez un souci sur votre réseau, non pas seulement que vous êtes là quand ça marche, mais même quand il y a des soucis, vous êtes en mesure d'intervenir. Et donc, sans plus beaucoup bavarder, rentrons dans le vif du sujet. Si vous vous souvenez, durant le précédent article, on avait défini les réseaux comme étant un ensemble d'ordinateurs ou de périphériques réseaux mis ensemble, interconnectés, pour partager des ressources ou discuter entre plusieurs personnes. Ce qui veut dire que ces périphériques mis ensemble se parlent entre eux. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que quand on dit qu'on est ensemble et qu'on doit communiquer, ça suppose qu'on parle tous le même langage. Si vous êtes en mesure de m'entendre et de me comprendre, c'est bien parce que nous parlons le même langage. Autrement, ça ne va pas pouvoir être possible. C'est exactement la même chose au niveau des réseaux. S'il n'y avait pas ce modèle qui définit les standards pour chaque périphérique et à chaque couche, qu'est-ce qui se passe? Figurez-vous qu'un constructeur A fait ses équipements réseau. Il sera difficile pour quelqu'un de faire un réseau en prenant des équipements d'un constructeur A et d'autres équipements d'un constructeur B. Puisque ces équipements provenant de différents constructeurs ne sauront pas se parler entre eux. Et donc la norme ici permet de fixer, par exemple, une carte de réseau, quelles sont les différentes fonctions qu'elle est censée implémenter et comment elle doit discuter avec le monde extérieur, avec l'ordinateur dans lequel il est. C'est ces genres de standards qui ont été définis à travers le modèle OSI. Et donc ça facilite l'interopérabilité entre les différents constructeurs. Ici, vous avez un certain nombre, voilà, de fonctions. Je dirais, est-ce que ces fonctions, je pense pas, enfin, je dirais plutôt ce à quoi sert le modèle OSI aide à comprendre les différentes fonctions des réseaux, c'est-à-dire cette division en couches vous permet de savoir et de mieux vous focaliser sur chaque couche
qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque couche et donc de mieux comprendre le processus à travers tout le réseau. Ça définit, comme on a dit tout à l'heure, les standards pour les constructeurs. Quand je suis un constructeur, je veux fabriquer des routeurs qui sont des équipements de couche 3, c'est-à-dire la couche réseau. Je sais sur quoi me focaliser pour pouvoir fabriquer des équipements de couche 3 qui peuvent discuter avec des équipements de couche 2 d'un autre constructeur. Ensuite, ça permet, comme on a dit aussi, la compatibilité interfabricant. Donc voilà globalement présenté ce à quoi sert le modèle OSI. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec la présentation des différents rôles joués par chaque couche. Et voilà, la couche application assure l'accès au réseau de vos applications. Par exemple, sur votre ordinateur, vous avez un navigateur web qui est censé accéder au réseau. Il y a cette couche que vous ne pouvez pas voir, bien entendu, mais qui vous permet, à partir de ce navigateur web, d'accéder au réseau. Elle fournit une interface avec les applications, entre les applications et le réseau si vous préférez, fournit l'accès au réseau des applications. On peut globalement dire que c'est le point d'accès au service réseau. Ensuite, vous avez la couche présentation qui, elle, a pour rôle d'assurer la mise en forme des données avant leur transmission. C'est-à-dire, vous envoyez des données sur un autre ordinateur. Et donc, ça peut être un système d'exploitation différent. Peut-être le vôtre est Windows. Là-bas, c'est du Linux et qui tourne peut-être, une machine qui tourne peut-être avec un processeur AMD, un processeur Motorola et le vôtre est un processeur Intel. Bref, il faut rendre les données accessibles. C'est l'objectif, bien entendu, de définir un standard. Rendre les données accessibles à la machine vers laquelle on se rend. C'est le rôle de la couche présentation. Ensuite, vous avez la couche session qui a pour rôle, d'initier les sections et de les terminer. Je vais vous expliquer ce que c'est que les sections. Et d'assurer la séparation des sections. Sur votre ordinateur, vous avez beaucoup d'applications. Un navigateur web, par exemple, que vous utilisez. Et dans le même temps, vous avez un client mail Outlook. Vous avez une application aussi qui se connecte à un serveur de base de données. Toutes ces applications utilisent les services réseau et donc sortent tous par la même carte réseau. Mais quand les données, les clients, que ce soit votre navigateur web, votre client de serveur de base de données ou votre client Outlook, quand ils envoient des informations à destination des serveurs, les serveurs répondent. Quand vous ouvrez votre navigateur web et que vous tapez www.google.com, c'est parce que Google vous envoie un résultat que vous avez la page qui s'affiche. Donc, sur ce même ordinateur, pour les 3 exemples que j'ai donnés, ça fait déjà 3 communications qui sont initiées. Il faut bien que le système d'exploitation puisse, quand les paquets vont revenir, les informations reviennent du serveur, dire, ah tiens, ça c'est pour le navigateur, ceci c'est pour le client Outlook, le client mail, ceci c'est pour le client de base de données. Et donc, ce n'est pas des sections séparées que le système d'exploitation arrive bien à le faire. Et donc, ça lui permet de savoir que telle session est réservée pour telle application, ainsi de suite. Tout ça, c'est géré au niveau du système d'exploitation et des applications. Et donc, voilà les 3 couches présentées là, qui sont souvent appelées les couches orientées application. Parce que vous aurez remarqué que depuis, c'est beaucoup plus lié aux applications et tout. Ensuite, vous avez les 4 couches plus bas qu'on dit orientées communication. Nous allons descendre vers la couche transport
qui a pour rôle de définir comment les données sont transmises sur le réseau. Comment c'est transmis? Ça veut dire que, je reprends l'exemple du navigateur web et de votre client de mail. Ces deux demandent à accéder au réseau. Il y a ce que nous appelons les protocoles. Les deux protocoles de cette couche sont TCP et UDP. TCP c'est Transmission Control Protocol et puis UDP c'est User Datagram Protocol. Celui-ci il est orienté connexion, on va expliquer ça quand je vais vous présenter le modèle TCP/IP. Celui-ci n'est pas orienté connexion. Et donc en fonction de l'application que vous utilisez plus haut, il y aura un de ces protocoles qui sera utilisé et associé à un port. Et donc vous aurez une adresse IP associée à un numéro de port que nous appelons socket, qui sera initié en direction. On va voir tout ça dans l'exemple qu'on va donner plus bas. Ça vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et donc, on revient. Ça, c'est le rôle de la couche transport et qui assure la connexion de bout en bout entre les deux périphériques qui discutent. La couche réseau qui fournit l'adressage logique, on va voir les adresses IP, et aussi permet de définir le parcours des données sur le réseau. Ça détermine le chemin le plus rapide en fonction de beaucoup de paramètres, les protocoles de routage. Quand on y sera, vous allez voir, ça définit l'itinéraire à suivre par le paquet sur votre réseau, en plus de l'adressage logique qui est les adressages IP. Souffrez qu'on utilise des termes auxquels peut-être vous n'êtes pas encore familier si vous êtes nouveau dans les réseaux, mais ceux qui sont déjà expérimentés vont bien se retrouver dedans. Le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment présenter le modèle OSI sans emprunter ces thèmes. Et donc, pour un début, souffrez que ça soit ainsi. On rentrera dans les détails par rapport à tout un chacun de ces thèmes et vous allez mieux comprendre. Ensuite, vous avez la couche liaison de données qui fournit les services d'adressage physique aux couches supérieures. Et c'est la seule couche qui ajoute un enqueu. On va voir ça durant le processus d'encapsulation qui suivra. Ce que c'est que l'enqueu qui est ajouté pour s'assurer de la validité des données. Ici, les adresses physiques dont on parle, c'est les adresses MAC. Voilà le rôle joué par la couche liaison de données. Ensuite, nous passons, pour finir la présentation des couches, à la couche physique qui fournit l'accès aux médias. Le média, ça peut être un câble, ça peut être de la fibre, ça peut être du sans fil, du wireless, tout ce que vous voulez. Signal électrique très binaire, c'est là déjà qu'on a une succession de bits qui sont transmis sur le média pour pouvoir rejoindre l'ordinateur destinataire vers lequel on se dirige. Et donc voilà globalement présenté le rôle joué par chaque couche du modèle OSI. Ceci nous permet, pour plus de pratique, de passer sur le slide suivant, au processus d'encapsulation et de désencapsulation. Très intéressant. Ceci vous aidera énormément dans la compréhension de ce qui se passe. Vous ouvrez un navigateur web, vous tapez l'adresse d'un site internet et ça apparaît. Derrière la scène, comme on dit, il y a tellement de choses qui se passent que
il serait intéressant d'y jeter un coup d'œil. Ici, je vous explique, depuis la couche application jusqu'à la couche physique, ce qui se passe jusqu'à ce que vos données soient transmises sur le média, on appelle ça le processus d'encapsulation. Encapsulation, on prend vos données, on leur ajoute une en-tête à chaque fois, en fonction de la couche où on se trouve. L'en-tête permet, si vous vous souvenez, on a dit que chaque couche a des rôles à jouer. Ici, cette session, ça permet à cette donnée de reconnaître cette donnée à quelle session elle appartient. Ceci permet, cette donnée est destinée à qui? Bref, chaque en-tête permet de reconnaître l'information qui est contenue dans le train qui suit, le train de bits qui suit après. Et le processus inverse de la couche physique vers la couche application est appelé désencapsulation jusqu'à ce que vous récupérez vos données. Alors, on y va avec le processus d'encapsulation. Vous avez une application qui s'apprête à envoyer une donnée sur le réseau. Du moment où c'est sollicité au niveau de la couche application, vous avez votre donnée ici, à laquelle cette couche ajoute une en-tête, application header. Header, c'est en-tête en anglais. Header, application header qui est ajouté ici. Et tout ceci, c'est-à-dire votre donnée à l'origine, plus l'en-tête de la couche application, constitue la donnée de la couche présentation. Vous allez souvent entendre parler du terme PDU, qui est le protocole data unit. En fait, c'est les messages d'un protocole. Donc, vous allez peut-être entendre parler de SPDU, PPDU, c'est les unités d'information de chaque couche. Et ceci, la couche application a ajouté l'en-tête de la couche application à votre donnée. Et tout ceci constitue maintenant, envoyé à cette couche, constitue une donnée pour cette couche. Et donc, lors du processus de désencapsulation, à chaque fois, chaque couche va retirer son en-tête et délivrer la donnée. Bon, on verra ça quand on reviendra sur le cheminement inverse. Continuons avec l'encapsulation. Cette donnée descend ici. La couche présentation la traite et ajoute l'en-tête qui est le PH ici, qui est le Presentation Header. L'en-tête de la couche présentation. Tout ça, le même scénario, constitue la donnée pour la couche session qui ajoute l'en-tête de la couche session. De la même façon, tout ça constitue la donnée de la couche transport qui ajoute l'en-tête, ainsi de suite, jusqu'à la couche liaison de données. Vous allez rencontrer ici un LT. La seule couche qui ajoute un enqueu à votre paquet, enfin au traitement, dans la pile de traitement, c'est la couche liaison de données. Et cet enqueu permet de vérifier la validité des données à la réception. La validité des données qui ont transité sur un réseau et tout, est-ce que c'est toujours valide? C'est ce à quoi c'est dû, c'est utilisé sur LT. LT pour liaison de données, L pour liaison de données, T pour trailer. Trailer en anglais, c'est l'enquête. Et donc, toujours ici, l'en-tête. Et maintenant, au niveau de la couche physique, vous avez le train binaire. Une succession de 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, tout ce que vous voulez. Et là, une fois que nous arrivons ici, ça veut dire que votre donnée qui, regardez bien, est partie d'ici, n'a pas été modifiée. À chaque fois, la couche ajoute ces informations et l'envoie à la couche suivante pour le traitement mais bon, votre donnée est toujours intacte. Tout cela sera transmis sur le média. Le média, ça peut être du câble, ça peut être de la fibre optique, ça peut être du wireless. Cela transmis sur le média et l'ordinateur destinataire récupère le train binaire ici et commence à le désencapsuler. Il enlève l'en-tête ici, il envoie à la couche liaison de données
qui utilise ça pour vérifier l'intégrité de votre donnée, retire l'entête de la couche liaison de données, envoie ça à la couche réseau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'application destinataire ici, ou le processus si vous voulez, récupère la donnée. Et c'est ce qu'on appelle le processus d'encapsulation ici, c'est-à-dire prendre votre donnée et l'encapsuler dans les entêtes et tout. Et la réception se fait de l'autre côté par l'ordinateur qui est supposé recevoir la donnée. Voilà, vous avez vu, c'est super et assez intéressant le processus. Et donc, c'est tout ça que définit le modèle OSI. C'est assez vaste et assez théorique. Et dans la pratique, comme je vous disais plus haut, on va voir quand on sera sur le modèle TCP/IP, le modèle n'est pas exactement... Enfin, ils ont fait des regroupements. La plupart du temps, les gens font... TCP/IP fait un regroupement des couches, des fonctionnalités, bref. Pas, parce que l'autre est tellement détaillé et très théorique. Dans la pratique, c'est pas toujours appliqué pareil. Mais ça donne franchement une vraie lumière sur comment se fait le trafic dans les réseaux. Voilà un peu présenter le principe d'encapsulation et de désencapsulation. Nous allons maintenant passer à un exemple concret où vous envoyez de la donnée sur un réseau. Alors, on va y aller. Je suppose que ici, vous avez un navigateur web. Pourquoi pas Firefox ou encore Google Chrome. C'est à vous de voir votre navigateur web préféré. Ici, on a un serveur web Apache. Ça peut être un autre serveur web aussi. Hein. Bon, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser. Voilà un petit réseau ici. Je vais vous... Bon, c'est des notions quand vous n'êtes pas habitué qui peuvent m'insuffler que ça soit ainsi. Ça me permet de bien vous expliquer la chose. Là, nous sommes dans un réseau local. Une adresse privée. On va expliquer après quand on verra les adressages IP. Vous avez un ordinateur qui est connecté à ce switch, le routeur qui est connecté à ce switch aussi. Ici, entre ces deux routeurs, vous avez une liaison série qui est représentée. C'est de cette façon que les liaisons série sont représentées. Et donc, ne voyez pas, je prends ceci, c'est l'exemple typique d'une structure dont on suppose que là, c'est le headquarters, le siège si vous préférez, où les serveurs sont. Et vous tentez d'accéder à une ressource sur ce serveur. Votre serveur, ben, ça peut être sur l'intranet ou des sites hébergés sur ce serveur-ci. Mais ça, c'est le headquarters, ça, c'est une agence. Et donc, ces deux routeurs peuvent être séparés par des kilomètres, ça dépend de la distance physique séparant les deux sites, c'est-à-dire l'agence et le head office, le siège. Et donc ça, c'est le sous-réseau utilisé ici, qui est un sous-réseau offrant juste deux adresses utilisables. C'est conseillé ici, donc c'est recommandé en termes de sécurité, parce que là, par exemple, c'est une liaison, point à point, sur laquelle on est sûr qu'on n'aura pas plus de deux adresses IP. Et donc, rendre disponible ici un sous-réseau offrant plus de deux adresses IP peut être source de, sinon, c'est pas peut être, est source d'insécurité, de faille dans votre réseau. Quelqu'un d'autre peut prendre des adresses et donc pouvoir s'infiltrer dans votre réseau. Là, c'est un réseau privé de classe C en /24 qui vous offre un certain nombre d'adresses. Quand on sera sur l'adressage IP, vous allez mieux comprendre. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas encore, pas trop, qui sont nouveaux dans les réseaux, vous allez comprendre ce que c'est, qu'est-ce que sont, enfin, ces notations. Donc, on va y aller dans notre processus d'encapsulation. Voilà, vous ouvrez ici votre navigateur web, vous sollicitez une ressource ici sur le serveur web. Cette ressource
peut être un site internet, tout ce que vous voulez. Si c'est un site internet et que vous ne connaissez pas, la ressource est ici. Quand vous mettez le nom connu, le nom de domaine, par exemple www.google.com, ça c'est un nom qu'on a dû donner à un serveur pour que ça soit facile à retenir pour les noms, enfin, les gens qui ne sont pas techniques. Autrement, ce serveur a une adresse IP comme ça. Bon, pas privé, je veux dire, ça peut être, si c'est publié, ça va être une adresse publique et tout. Mais ça a une adresse IP. Et donc, supposez une adresse comme ça, quand vous n'êtes pas dans le domaine des réseaux, ça ne vous dit pas grand-chose et c'est pas facile à retenir. On a défini le système des serveurs de nom. Donc, google.com, c'est lié à une adresse comme ça. Mais vous avez les serveurs qui vous permettent de résoudre ça. DNS, Domain Name System, qui vous permet de résoudre, quand vous mettez google.com, ça vous résout l'adresse IP. Et donc, ici, c'est l'adresse IP que nous, on va utiliser pour accéder au serveur. Dans notre cas, on dit que notre serveur a une adresse IP 192.168. Le réseau ici, c'est 2. Donc, 2, 10. Pourquoi pas? OK. Et ici, on suppose que cet ordinateur source a comme adresse IP 192.168.1.5. D'accord? Et donc, cet ordinateur tente d'accéder à ce serveur web qui est à l'adresse IP 192.168.2.10. Nous partons ici, c'est un navigateur web que nous avons pris. Le protocole, c'est quoi? C'est le HTTP. On part de là. On descend à la couche présentation qui formate les données en fonction du besoin. La couche section qui crée une section spécifique pour cette requête que nous lançons. Ici, comme je vous ai dit, pour ces 3 couches orientées application, il n'y a pas grand-chose qui se passe déjà qui nous intéresse au niveau des réseaux. Nous commençons vraiment à être intéressés à partir de la couche transport. Ici, arrivé à la couche transport, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y a 2 protocoles TCP ou UDP. En fonction de l'application que nous avons, on va utiliser l'un d'entre eux. Le protocole HTTP qui est utilisé par le navigateur web utilise le protocole TCP. Et donc, ça, c'est connu. Dès que vous avez un navigateur, c'est cela. Ici, le protocole choisi pour formater, c'est bien le protocole TCP. Maintenant, il y a une deuxième notion qui est utilisée au niveau de la couche transport qui représente les ports. Un peu comme je vous avais dit, sur un ordinateur, vous avez beaucoup de communications qui passent. Mais comment on pourra savoir que telle donnée est destinée à telle application? On utilise ici les ports. Et la combinaison, je l'avais dit dans un slide plus tôt, IP, port est appelé socket. Donc ici, pour ce paquet que nous envoyons en direction de ce web server, il y aura des champs d'adresse source et destination. Pardon, pas d'adresse, mais de port. Oups. Alors, je sais pas trop ce qui se passe. Voyons voir. Ah, j'ai l'impression que mon logiciel qui j'ai ma tablette s'est planté. Essayons ça pour voir. Tac, tac. Voilà, c'est revenu, mais bon, on a perdu tout ce qu'on avait fait. Je vais essayer rapidement de le reprendre. Nous avons 192.168.2.10.
Ici, on s'était dit qu'on avait 192.168.1.5. Là, le protocole avec lequel nous partons, c'est du HTTP. On descend à la couche à présentation, ensuite à la couche section. Et on a dit que toutes ces couches orientées application nous envoient ici où on a le choix entre deux protocoles TCP et UDP. L'application que nous utilisons étant le web, HTTP utilise TCP. Et j'ai dit que ici nous avons besoin de deux informations, le port source et le port destination. Les ports, on en viendra. Il y a des numéros de port, c'est défini, ça aussi c'est normalisé comme vous pouvez bien vous en douter. Il y a les numéros de port bien connus qui sont réservés, qu'on ne doit pas attribuer n'importe comment. C'est les numéros de 0 à 1024. Au-delà, on peut utiliser les numéros de port, autant en UDP qu'en... Attendez, j'ajoute le P ici. Les serveurs web fournissent les pages sur le port 80 du protocole TCP. Et donc, ici, il va falloir, dans ce paquet, qu'on signale que on s'en va vers le port 80 de cette adresse IP. Pour le moment, on ne connaît pas encore à cette couche l'adresse IP. Le port source, ici, on part d'un port. Pourquoi choisir un port source? Parce que ça permettra à cet ordinateur ou au serveur web de nous répondre. Parce que si nous, on n'a pas de port, quand l'information revient, comment on sait que c'est destiné à telle application? Donc, ça peut être par exemple 1094, ce port. C'est juste que j'ai choisi, quelque chose que j'ai choisi. Ça varie aussi. On va faire un test tout à l'heure pour que vous voyez un peu. Bon, permettez-moi de finir l'encapsulation et ensuite, je vais ouvrir une connexion et une interface DOS sur ma machine et ensemble on essaiera de voir un peu à quoi ressemblent les connexions qui sont ouvertes. Vous avez la possibilité quand vous faites la commande netstat de voir les connexions qui sont établies depuis votre ordinateur en direction d'autres ordinateurs et de voir les ports qui sont ouverts en direction d'où les communications que vous avez établies. On va le faire tout à l'heure. Permettez-moi de finir l'encapsulation et on y revient. Ici vient la notion d'adresse IP. C'est ce qu'on a dit. Et donc, on a besoin aussi de l'adresse source et de l'adresse IP de destination. L'adresse source, c'est quoi? C'est celle-là. L'adresse de destination, c'est celle-là. D'accord? Vous allez voir que petit à petit, on tend vers la sortie. Donc, on connaît le port vers lequel on s'en va. Le protocole de transport qu'on utilise, c'est le protocole Transmission Control Protocol, qui est un protocole orienté connexion. On va voir ce que c'est quand je vais vous présenter le modèle TCP/IP. On se dirige vers le port 80 du serveur 192.168.2.10 et on vient depuis le port 1094. Une fois que ça c'est fait, c'est encapsulé, on descend à la couche liaison de données. Ici, nous avons ce que nous appelons l'adressage physique, les adresses MAC. Pardon. Quand je ferai tout à l'heure le netstat, je vais vous montrer ce que c'est que les adresses physiques. Les adresses physiques sont des adresses qui sont encodées sur vos cartes réseau. Et là, ce n'est pas des adresses logiques, c'est physique en ce sens que quand vous prenez une carte réseau, elle a une adresse unique qui ne change pas que vous l'utilisez dans tel réseau ou dans tel. C'est hard-coded comme on dit, c'est-à-dire c'est dans le chipset qui est dessus. Et donc, c'est dedans, c'est mis dedans. Et il y a une règle là-dessus, à travers l'adresse MAC, vous pouvez connaître le constructeur de votre carte réseau. Et donc, avant que vous ne soyez constructeur de carte réseau, il vous faut avoir un code dessous. On va voir ça quand on sera sur les adresses MAC. Ici, nous passons à l'adressage physique, qui devient intéressant, n'est-ce pas? Nous avons besoin
de l'adresse MAC source et de l'adresse MAC de destination, comme d'habitude. On suppose que l'adresse MAC source ici, les adresses MAC sont en hexadécimal. Ça peut être du 00 B 2 1 1 1 1 3. Oups, je l'ai perdu à nouveau. Alors, j'avoue que c'est moins rigolo. Voilà, j'ai dû réinitialiser encore. Mais bon, on va pas réécrire tout ça. Peut-être je mets rapidement ici l'adresse IP 5 et on s'en va vers le 192.168.2.10. Voilà. Et on a dit que ici le protocole qu'on utilise était TCP. Sur quel port? Le port 80 pour la destination et le port source, on a dit 1094. Ici, l'adresse IP source, on la connaît, c'est 192.168.1.5 et l'adresse IP destination, c'est 192.168. Pardon, ici c'est 2. L'adresse MAC, j'ai dit l'adresse MAC source, je ne sais plus trop si c'est la même adresse, mais bon, on suppose ici une adresse MAC qui sera l'adresse MAC de cet ordinateur. Mais par contre, la destination ne sera pas, je vous en prie, l'adresse MAC de ce serveur. Je m'explique. Et c'est là, c'est des points qui prêtent beaucoup à confusion. C'est là que les réseaux deviennent passionnants. Cet équipement que vous voyez ici, le switch, est un équipement de couche 2, appartient à la couche liaison de données. Ah oui, ça commence. Et voyez un peu ce que je vous disais. Quand vous comprenez le modèle OSI, ça vous permet de mieux interpréter ce qui se passe dans un réseau. Cet équipement appartient à la couche 2, pendant que celui-ci, le routeur, appartient à la couche 3. Et donc, je disais que le switch appartient à la couche 2 et le type d'adressage utilisé à cette couche, c'est l'adresse MAC, qui est l'adresse physique que je disais tantôt, qui est hard-coded sur vos cartes réseau et les devices réseau. Et donc, ici, étant dans un réseau local Ethernet, je suppose qu'on fait de l'Ethernet, on va présenter ça après, étant dans un réseau local Ethernet, cet ordinateur voulant, le principe, je vous explique globalement le principe fonctionnant, selon le principe de fonctionnement des réseaux Ethernet. Cet ordinateur a besoin veut accéder à ce serveur-ci, qui est 192.168.2.10, partant de celui-ci. Étant dans ce réseau, avec ce switch équipement de couche 2, qui ne connaît que les adresses MAC, mais pas les adresses IP, cet ordinateur va d'abord demander l'adresse MAC de ce serveur avant de transmettre quoi que ce soit. Et donc, cet ordinateur va envoyer ce que nous appelons un message de diffusion pour dire « Hello tout le monde, je vais envoyer une information ou un paquet, je vais envoyer un colis, si vous préférez, à ce serveur 192.168.2.10. Quelqu'un connaîtrait-il son adresse MAC? Si ce serveur était dans ce réseau, il allait répondre, il serait le seul à répondre à cet ordinateur pour lui dire « Ah tiens, voilà c'est moi, voici mon adresse MAC. » Et c'est avec cette adresse MAC que nous pourrons accéder aux médias ici sur le réseau physique, sur le réseau Ethernet et envoyer la donnée à ce serveur. Mais comme ça ne se trouve pas ici, là par exemple, dans les configurations réseau de votre ordinateur, vous aurez défini ce qu'on appelle une passerelle, qui serait l'adresse IP de cette interface sur ce routeur. La passerelle, en fait, c'est ce qui vous permet, la porte de sortie, si vous préférez, de votre réseau local. Parce que vous voyez, ce numéro d'adresse IP, pardon, le 1, est bien différent de ce 2, c'est pas les mêmes réseaux. Et c'est des agences séparées. On a dit que là-bas, c'est le siège, pendant que celui-ci est l'agence.
Et donc, quand vous lui mettez ceci, l'adresse IP de cette interface comme passerelle par défaut, il va plutôt, quand il voit l'adresse IP à laquelle il est censé accéder, qui n'est pas dans le même sous-réseau que lui, 1 ici, 1, 2 là, slash 24, parce que sans le masque, ça n'a pas de sens, slash 24, et quand il voit ça automatiquement, il sait que ce n'est pas dans mon sous-réseau, et donc il doit contacter sa passerelle par défaut, le default gateway si vous préférez. Et donc ici, l'adresse MAC de destination sera l'adresse MAC de ce routeur. Le paquet quittant ici, donc l'adresse source, le MAC source, on a dit c'est de notre ordinateur client. Décidément, avec mon logiciel, bon, on va continuer comme ça, on va pas perdre du temps à reprendre ça tout le temps. Et donc, je disais, l'adresse MAC source sera l'adresse MAC de ce ordinateur et la destination sera l'adresse MAC de l'interface de ce routeur. Donc, après, nous descendons ici sur le train binaire, l'accès aux médias et tout. Les données sont envoyées et ce routeur le reçoit parce que c'est bien son adresse MAC qui est destinataire du message. Dès qu'il le reçoit, il commence à le désencapsuler. Parce que bon, c'est son adresse, oui, voilà, ça m'est destiné. Ici, couche réseau, hop, il se rend compte. Parce que, en fait, dans ce paquet que nous lui envoyons, ceci, c'est-à-dire l'adresse IP source et l'adresse IP destination ne changent pas. Quand bien même ici, au lieu de l'adresse MAC de destination du serveur, nous avons utilisé celui du routeur. Mais l'adresse IP est la même. Et donc, quand ce routeur désencapsule ce paquet jusqu'à la couche réseau, il se rend compte que il n'est pas destinataire de ce paquet. L'adresse IP de destination, c'est le 192.168.2.10. Et donc, il se dit, ah, ce paquet n'est pas à moi. Je suis censé le transmettre quelque part. Mais, ce routeur, on a dit que les routeurs, les équipements de couche 3 sont les équipements qui trouvent le chemin des paquets dans le réseau. Donc, il y a ce que nous appelons la table de routage. Il regarde dans cette table de routage et dit, ah, est-ce que je connais le chemin en direction de ce réseau 192.168.2.0? Oui, je connais. Et à qui est-ce que je suis censé délivrer ce paquet pour que ça puisse atteindre ce serveur? C'est celui-ci. Donc il prend, il refait l'encapsulation. Cette fois-ci, l'adresse MAC source sera cette interface. La destination sera celle-là. Et pareil, celui-ci le reçoit, le désencapsule jusqu'à la couche réseau, se rend compte que le paquet n'est pas pour lui. Et il se dit, ah, je connais cet ordinateur qui est connecté à ce réseau-là. Attendez que je réinitialise. Voilà. Et donc, lui, ce routeur-ci, connaît bien ce 168.2.10. Il dit, ah oui, tiens, voilà. Il envoie le paquet qui passe par, qui venait une fois au niveau de l'ordinateur, désencapsule jusque-là, il voit que oui, c'est son adresse IP, le destinataire. L'adresse source, c'est toujours le, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours le 192.168.1.5, la source. Et ici, il voit que au niveau de la couche transport, on voit que le port de destination est le port 80 et la source, on avait dit, est 1094. Et donc, voyant le port 80, c'est que, ah oui, cette application ou ce paquet est destiné au serveur web qui écoute sur le port 80, TCP, le port TCP 80. Et donc, une fois que ce paquet est délivré, le serveur web répond. Parce que quand vous vous connectez à un site web, si vous avez la page qui s'affiche, c'est bien parce que le serveur vous répond. Le serveur répond. Et donc, comme vous pouvez le constater, pour l'encapsulation inverse en direction de l'autre ordinateur, la source sera bien 80 et la destination sera 1094. Parce que c'est lui qui répond cette fois-ci.
Voilà présenté le processus d'encapsulation, un cas pratique du processus d'encapsulation et de désencapsulation, tel que ça se passe dans un réseau informatique. J'espère que cela vous a été utile. Si vous vous en rappelez, au niveau de la couche transport, j'avais dit que j'allais vous montrer comment voir les connexions établies sur votre ordinateur. Et aussi, je vais vous montrer une commande ARP qui vous permet sous Windows de voir les liaisons entre adresse IP et adresse MAC. Donc voilà, on va ici revenir. Voilà, je vais faire un CLS pour effacer l'écran. Déjà, bon, là, on est sur devenircertifié.com. Quand vous faites un net stat, Windows vous donne les connexions établies sur votre ordinateur et à destination de quel socket, avec l'état du socket. Je mets ça en mode sélection. Vous voyez ici adresse locale, ça c'est mon adresse IP locale qui part de cette adresse IP et sur ce port-ci à destination de ce réseau local Microsoft DS. SYN-CENT, ça c'est l'état du socket. SYN-CENT, ça vous permet de savoir que ce socket est en attente d'établir une connexion. En attente, bien entendu, de cette adresse IP. Et je vais vous dire, par exemple, que cette connexion, je l'avais ouverte. Elle n'est plus ouverte, elle n'est plus censée être active. Maintenant, parfois, il y a Windows qui conserve ce genre de... Parfois, pour vous aider à mieux comprendre, parce que là, par exemple, je vois une connexion que moi, je n'ai pas ouverte, mais qui est ouverte sur ma machine. Vous pouvez ajouter, il y a des paramètres que vous pouvez ajouter à la commande netstat pour voir le numéro de processus associé à la connexion, au socket si vous préférez. Et aussi, avec une autre option, vous pouvez ajouter, attendez que ça finisse, mon ordinateur qui rame un peu, ça finisse, et que je vais vous montrer un peu la commande. Ça peut vous donner un nom beaucoup plus familier pouvant vous permettre d'identifier l'application en question. Donc, on attend que ça finisse. Ou bien peut-être que je suis passé. Voilà. Bon, attendez. J'annule ça déjà et puis... Ah oui. Voilà. J'efface l'écran. On refait notre net stat. Et on attend. Pour ne pas perdre du temps, je vais ouvrir une deuxième connexion. Et ici, je vais vous montrer. Voilà, on descend celui-ci en bas là. Le temps que l'autre se charge. Ici, je vous montre la commande ARP-A qui vous permet de voir. Là, par exemple, c'est les adresses IP. Ici, avec les adresses MAC associées. C'est ça, adresse physique. Cette table, Windows la remplit automatiquement quand vous accédez à une ressource sur le réseau local et que Windows connaît l'adresse physique. Elle l'associe automatiquement à l'adresse IP. Et c'est là que vous voyez ici que c'est dynamique. Et ceux-ci sont statiques. On en reviendra plus tard sur l'adresse MAC.
Quelle est la différence entre cette adresse FFFF et cette adresse IP aussi quand on fera les adressages? Donc voilà un peu ARP. Là, pour éviter de perdre du temps, je vais vous montrer l'adresse physique ipconfig/all. Voilà l'adresse physique de ma carte réseau. On aura le temps d'y venir et de bien expliquer ce à quoi ça sert. Voilà, repartons de l'autre côté. Il nous a déterminé les sections ouvertes. Vous voyez que des sections en attente. On avait dit que le SYN-CENT, c'est un socket en attente d'établir une connexion. D'accord? Et je vous avais dit qu'il y a une commande netstat avec les paramètres A, N, O vous permet, il vous liste en même temps le processus qui a ouvert la connexion. Et ça vous permet, quand vous voyez des connexions un peu bizarres sur votre machine, ça vous permet de voir quelle application a ouvert cette connexion. Vous pouvez faire aussi ANO, ajouter un B. Il essayera de vous donner l'application, le nom de l'application qui a ouvert la connexion. Vous voyez? Tac. Là, vous voyez? Ici. Tac. Là. Voilà. À peu près c'est ça. Et on va refaire le netstat sans... Bon, repartons en haut. Comme je vous le disais, là, c'est des ports connus. Ça, par exemple, c'est des ports connus. Et Microsoft les traduit et met directement le protocole au lieu de mettre le port. Par contre, les connexions adresse locale qui partent connexion sortante depuis ma machine, vous voyez, là, c'est mon adresse IP plus le port qui forme le socket. Là-bas, c'est la machine, l'adresse IP à laquelle j'accède, pardon, plus le protocole. On va faire un truc. Essayons par exemple. Alors, je reviens un peu dans le champ d'accéder au site FTP de Cisco. Et ensuite, on revient faire un netstat. Voilà, on vient ici faire notre netstat. Vous avez vu une connexion établie là. Voilà, ça c'est la connexion que je viens juste de lancer. Si par exemple on se connecte à Google également, voilà, on va ouvrons une autre fenêtre DOS. Tac. Netstat. Vous avez vu? Il y en a plein d'établis. Là. Là. Voilà, vous avez vu ici le port, sur le port 80, HTTP, au lieu de mettre le port Microsoft traduit, il met le nom du protocole au lieu de FTP ici, HTTP. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur le modèle OSI. J'espère que cela vous a été utile. Merci pour l'attention.